Salut! Cinquième volet des masques de Nyarlathotep, l'espèce de review de notre game. C'est le dernier que je vais faire pour l'instant, étant donné que le reste, je ne peux pas le divulguer, étant donné que la partie n'est pas terminée. Fait qu'il nous reste une ou deux games, fait que ça devrait soit être dans une semaine ou dans 3 semaines que je vais te faire l'autre vidéo. Mais je vais le faire, Fait qu'on va clôturer, on va clos plutôt ce projet-là. Donc, maintenant, la dernière fois qu'on s'est parlé, les gars quittaient Londres. Et c'était... il fallait que ça déniaise. Il fallait qu'ils partent de là. C'était pas une blague parce que là, l'eau... Il était dans l'eau chaude. C'était... il y avait pas mal de gens qui recherchaient. Mais il y a une chose qu'il faut te dire, c'est que depuis le début des games, que ce soit en Égypte, que ce soit partout dans les autres destinations, les gars ont toujours eu... je vais dire comme la méthode de la terre brûlée. Ils ont semé des bâtisses en feu, des cadavres, une traînée de cadavres en arrière d'eux autres, qui pas... ils ont décidé de combattre le feu par le feu, puis c'est pas mal ça. Ben, je vais te dire, ils ont été forts. Et donc là, à travers la compagnie de Lexington, ils ont été capables de prendre un bateau qui partait de Londres et qui s'en allait directement à Sydney, en Australie. Évidemment, il y avait, étant donné que c'est un bateau commercial, ils ont dû faire des haltes, des escales, dont au Cap en Afrique du Sud et en Inde. Mais tout ça pour se rendre finalement à Sydney, en Australie. Chose intéressante, tu dis le bateau, mais tu sais, en 1930, des vols commerciaux qui traversaient des longues distances. Il n'y avait pas vraiment de long range à cette époque-là. C'était surtout des vols intérieurs, il faut se rappeler. Fait que là, on était au début de l'aviation, commerciale. Il y avait des vols qui venaient à l'intérieur des terres, ça oui, mais c'était quand même de façon générale très limité. Donc là, les gars prennent le bateau, ils s'en vont. Et là, le bateau, c'est une chose intéressante parce que le bateau, c'est salvateur. C'est une longue période de temps à ne rien faire, à repenser à la vie, à être relax. C'est générateur, ça donne de la sanité. Puis les gars ont été wise. Surtout le milliardaire, a pensé, lui, étant donné que les moyens financiers n'étaient pas un problème, il a engagé un psychanalyste et un traducteur, un professeur de langue plutôt, dans le bateau. Fait que ce qui faisait en sorte que dans le bateau, il y avait un psychanalyste qui était là pour les aider à synthétiser, à reprendre pied dans la réalité. Parce que je vais te dire, rendu là, il commençait à avoir des gens qui étaient bas sur la sanité. Ils ont vu des choses qu'un humain ne devrait jamais voir et tout ça. Donc, et l'autre, tu avais un professeur de langue qui était le mandarin. Il savait qu'il n'y aurait pas trop de difficultés en Australie par rapport aux langues. Sauf qu'ils ont déjà prévu la prochaine escale qui se trouvait être Shanghai. Et là, ils se sont dit, on va déjà commencer à avoir une base en mandarin. Fait que plusieurs personnages ont commencé à apprendre le mandarin sur le bateau. Ce qui était une bonne chose parce que, en fait, il y avait pas mal de ça à faire sur le bateau. Il y en a, notre mafioso s'est développé une passion pour la mécanique et les systèmes électriques. Fait que là, écoute, avec tout le voyagement qu'il y a eu dans la partie, il est presque devenu ingénieur électrique et mécanique. Ça veut dire que les gars, ils arrivent à Sydney. Sydney, c'est de l'autre côté de l'Australie. Fait que donc, on a... et la grosse majorité des choses qu'ils ont à faire en Australie, des sources, les envoient pas à Sydney. Ils les envoient plutôt du côté des territoires du Nord et des territoires de l'Ouest de l'Australie. Sydney, quand même, ils ont pris le temps d'aller voir ce qui... au musée de la civilisation de Sydney, et ainsi de suite. Et ils ont été faire comparer des photos qu'ils avaient trouvées sur un certain Macquarie, qui avait vu des monolithes justement dans le grand désert de sable d'Australie.
Donc, ils se sont trouvés un allié, un guide, en la personne du docteur David Dodge. David Dodge est un docteur, c'est un professeur de l'Université de Sydney, qui est un archéologue de profession, et on l'a carrément happé en lui proposant une bourse pour poursuivre des recherches sur le terrain. Tu sais, quand tu dis que l'argent, c'est vraiment pas un problème, ben là, c'est pas juste un problème, c'est extrêmement facilitant. Là. Ça a facilité tout. Ça a lubrifié le voyage en Australie. Ce qui fait en sorte que Dodge, lui, est parti sur le quart de tour. Il a fait jouer ses contacts, analysé des vols, tout ça, et fiou, on part. Donc, là, les vols étaient intéressants. Le premier vol s'est rendu de Sydney jusqu'à Darwin, dans les territoires du nord de l'Australie. Et ensuite, là, on a fait une petite escale à Darwin. Et après ça, on a pris un vol de Darwin jusqu'à Port Hedland. Port Hedland, c'est un peu le portail de l'Australie, l'Australie de l'Ouest, hein, l'Australie, les territoires de l'Ouest. Et là, faut que tu te dises que c'est loin d'être hospitalier. Hein. On n'est pas... on est loin des plages et des beaux récifs de corail et tout ça. Là, on est dans le gros désert, dans l'outback australien. Une créature, un animal sur deux est venimeux, l'autre est très venimeux. Puis là, il fallait... Ça, c'était dans mon rôle de maître de jeu, d'être capable de refaire sentir à quel point l'Australie était hostile. C'était pas quelque chose qui était... il était pas là en tourisme. C'était pas du tourisme, non. Il y avait une job à faire, puis il fallait qu'elle fasse vite, puis il voulait s'en aller de là. La chaleur était suffocante, faisait chaud, ça avait pas de bon sens. Les animaux, que ce soit des scorpions, que ce soit les serpents, et ainsi de suite, on avait tout ça, tout était bien disposé pour rendre cet endroit-là hostile. Fait qu'il fallait que les gars surveiller leur sac à couchage, surveiller leurs bottes et tout ça avant de s'équiper. Les gars, on avait une chance que le professeur Dodge avait déjà planifié certains trucs. Il y avait déjà, des camions de louer, des trucs, de l'équipement. Et ils ont pu partir s'enfoncer dans le grand désert. Ils se sont ramassés jusqu'à une ville minière qui s'appelle Concodrie. À Concodrie, ils ont parlé à certaines personnes, trouvé des informations, beaucoup de légendes sur l'aspect de Nyarlathotep qui est en Australie, qui s'appelle le Father of All Bats, le père de tous les chauves-souris. Donc, lui est un aspect qui est déjà bien, très, très imbriqué dans la mythologie locale, puis tout ce qui est les aborigènes, et ainsi de suite. C'est très imbriqué dans ce qu'eux ont déjà comme, je dirais pas comme religion, mais comme folklore. Fait que bref, les gars ont appris beaucoup. Ils ont appris beaucoup aussi sur tout. En transposant certains éléments, le mythe de Cthulhu est venu les hanter. Non, c'était pas une belle place. Les gars ont rêvé à des affaires de fous. Ils voulaient partir de là. Mais bon, il fallait avant closer la job qu'il y avait à faire. Après Concodrie, là, on se ramasse dans le gros désert. Là, c'est... Puis tu sais, quand t'es mal pris, t'es tout seul en tabarouette. Fait que tout est prévu, pas mal tout ce que t'as de besoin. Fait que là, les gars s'en allaient. Ils ont découvert une espèce de site de campeurs qui a été carrément éventré par des créatures et tout ça. Après ça, on poursuivi leur chemin jusqu'à la cité de la Great Race City. Donc, la cité de la Grande Race. La Grande Race, c'est quoi? C'est des Yitiens. Tu peux aller taper ça sur YouTube. Y-I-T-H-I-A-N. Yitian. Et comme tous les espèces de créatures créées par H.P. Lovecraft, c'est pas beau. Écoute, ça a l'air d'une grosse limace avec des yeux sur des pédoncules, des pinces, plusieurs bras, mais c'est une race supérieure. Peut-être pas en apparence, mais bon, en intelligence et en technologie, en science, c'est une race supérieure.
Donc là, les gars rentrent dans cette cité-là, et là, on rentre dans un tout autre monde. Là, le caractère alien de la place doit ressortir. Tu sais, t'es dans des passages, des halls qui sont gigantesques, taillés dans de la pierre avec une méthode que les maçons ne connaissent pas nécessairement, ou les mineurs ne connaissent pas nécessairement. Tout leur fait penser qu'ils sont plus sur Terre dans cet endroit-là. Je t'ai parlé de David Dodge. Il y a une chose qu'il faut que je raconte sur lui, c'est qu'il a été utile parce qu'il nous a... Moi, j'étais content qu'il le ramasse parce que c'était comme un PG de spare. Tu sais, quand tu joues à Call of Cthulhu puis que tu restes dans la ville d'Arkham, c'est facile de trouver des gens c'est facile de trouver des PC à venir introduire dans ta partie. Mais quand tu es au plein milieu de la Outback australien, on va te dire, à moins que tu joues un homme kangourou ou un Maori, puis là, pas un Maori, mais un Kouri, mais c'est difficile de le sortir après ça d'Australie. C'est quoi les raisons? Et tout ça. David Dodge était tout destiné à ça, et je te dirais même qu'il a servi à ça, parce qu'en fait, on n'a pas eu le choix. Notre millionnaire, chose que je t'ai peut-être omis sur lui, c'est qu'il commence à être un magicien quand même assez puissant. De la magie et tout. Sauf qu'il y a une chose, c'est qu'il y a la curiosité un peu débridée, disons-le comme ça. Et notre ami a cru bon. Ils ont trouvé en Australie une espèce de bébelle. C'est un agencement de tuyaux, de gears, de miroirs et tout ça. Et ils savaient que c'était mythos, c'était étrange. Mais bon, notre monsieur Lexington a jugé bon, en sachant toutes ces informations-là, de se mettre la face dedans puis de regarder qu'est-ce qui se passait de l'autre côté sans trop comprendre comment ça marchait. Donc, il y a eu comme un échange étudiant, sauf qu'au lieu d'être des étudiants, c'était des armes qu'on échangeait. Son arme a été changée. Là, ce qu'il ne savait pas, c'est que c'était pour une durée déterminée, une semaine, avec un yétien de l'époque. Parce que les yétiens étaient sur Terre avant les dinosaures. Fait que c'est à cette époque-là. Excusez. Et là, il s'est ramassé dans le corps d'un yétien pendant une semaine. En bout de ligne, ça a servi parce qu'il a beaucoup appris. Les sciences et tout ça, ça l'a été une bonne source d'information. Ils ont été développés une technologie et de l'information quand même intéressante. Sauf que pendant cette semaine-là, il y a un yétien qui a comme immigré dans son corps. Fait que moi, j'ai joué le yétien et mon joueur Nicolas a dû jouer Dodge. Donc, tout ça pour dire que les gars s'en vont. Ils s'en vont dans la grande cité. L'épitome de la grande cité se termine lorsqu'ils font face au Dr. Houston. Dr. Houston, c'est le psy de de Carlyle. Carlyle, qui est le chef de l'expédition qui a tout amorcé les masses de Nyarlathotep, sur lequel Jackson Elias, au début de la campagne, a investigué. Et c'est là que ça s'est gâté, parce que le gars, ça fait belle lurette qu'il est devenu fou. Lui, tout ce qu'il veut, c'est acquérir du pouvoir et designer une espèce de machine à base de technologie yétienne qui est supérieure à celle humaine de plusieurs années. Il ne faut pas oublier qu'on est en 1920. La rocket science, on est au balbutiement de ça. Et là, qu'est-ce qui se passe avec ça? Comment qu'on s'arrange? Qu'est-ce qu'on fait? Ben, tout ça pour dire que mes joueurs ont pris un mauvais pli, je te dirais, à certains moments. Ils tirent avant de parler. Sauf que quand tu tires un humain avec un shotgun, ça se peut qu'après ça, après on parlera, se finit par, bon, après on saigne partout, puis il n'y a plus rien qui se passe. Donc, ils ont décidé de le tirer en se disant, c'est un méchant, blablabla. Et ils l'ont fait quelques fois à date dans la partie, ce qui fait qu'ils ont manqué de plusieurs informations, ce qui fait qu'ils auraient pu comprendre un peu avant, comprendre l'intrigue peut-être plus en détail avant dans le temps. En tout cas, bref, ils m'ont refait le coup. Sauf que là, cette fois-là, il a dodgé. Il a été capable de sauter en arrière d'un bureau et il a lancé un sort. Lancé un sort qui était pour être fatal à notre médecin, le Dr. McNamara. Et c'est là qu'un autre personnage a pris la place lorsqu'ils ont quitté pour s'en aller à Shanghai suite à cet épisode. Cet autre personnage-là n'était nul autre que notre le professeur le mandarin sur le bateau. Oui, lui-même. Tu
Des fois, dans la vie, on ne connaît pas les gens. Mais ce professeur de mandarin-là s'avérait être un exilé chinois, un ancien membre des triades qui a dû s'exiler pour sa vie. Hein? Tu sais, dans la vie, qui l'aurait cru? Bon. Et c'est un expert en arts martiaux. Donc, c'est lui qui a un peu pris le relais du bon docteur qui leur a servi quand même grandement. Donc, là, les gars, encore une fois, on part. Là, l'urgence est moins là de partir, hein, mais eux autres sont contents de quitter un peu enfin l'Australie et ils s'en vont directement à Shanghai. Shanghai, où la dernière destination, où ils sont accueillis de façon très, très non amicale. Dès la sortie du bateau, il y a des gens qui sont là pour les tuer. Ça va assez bien, il y a des gens des gens déguisés en moines qui étaient là pour un contrat d'assassinat. Ils ont eu 3 tentatives d'assassinat en une partie. Une au poison dans la bouffe de rue. L'autre, le fameux 1000 pattes empoisonnées et tout ça. Fait que donc, on est face à ça. Shanghai, je vais me limiter où est-ce qu'ils ont terminé la partie. Puis le reste, ben, je t'en parlerai dans la prochaine vidéo lorsque ça sera joué. Et là, en première étape, ils se sont lancés à l'assaut de la compagnie d'import-export qui était à Shanghai, donc la compagnie Hofeng. Ça leur a bien servi, par exemple, parce que, étonnamment, dans ce cas-là, c'était un des moves à faire. Ils l'ont fait. Ils ont passé à tabac le Hofeng, ce qui a réglé un peu la question. Ils ont trouvé un paquet de trucs là-dedans. Bien évidemment, ils ont mis le feu, parce que bon, une bâtisse qu'on raide sans y mettre le feu, c'est pas adéquat pour les personnages, je pense. Fait que donc, ils ont foutu le feu là. Mais ils ont trouvé quand même des objets, des espèces de pièces d'une technologie inconnue, ou du moins qu'ils ne comprennent pas. Ils ont décidé de garder ces pièces-là, et juste au cas où, ils les ont disséminées dans Shanghai. Une dans le bassin, une à un autre endroit, et tout ça, juste pour s'assurer que les méchants n'ont pas la main là-dessus. À force de recherche aussi, ils sont tombés sur le nom d'un spécialiste en folklore chinois et en tradition chinoise. Un vieux sage, là. Ils ont trouvé l'endroit où il habitait, mais le vieux sage n'était pas heureux de les voir nécessairement. Il avait l'air stressé. Donc, avec des menaces subtiles et des subterfuges, genre, si tu te tasses pas et tu nous montres pas ce qu'il y a dans ta maison, ben on te passe. Le monsieur les a finalement laissés passer. C'est un bouddhiste, le gars, tu sais, lui, non, il est zen, il veut pas de chicane, tu sais. Fait qu'ils les a laissés passer, ils les ont laissés continuer, et ils ont trouvé à l'intérieur de la maison qui se cachait là. Nul autre que Jack Brady, un des personnages principaux, en fait, un des membres initial de l'expédition Carlyle, qui se trouve finalement, qui s'avère être potentiellement un allié, leur seul allié là-dedans. Il y a des choses à dire, il y a des choses à leur parler, comment ça s'est passé. Et c'est la première fois qu'ils sont capables d'avoir une version plus ou moins plausible de l'expédition Carlyle. Pourquoi ça a dérapé comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tous les membres à date étaient pas mal fous, puis étaient complètement ailleurs. Fait que donc, on n'avait pas de version qui était plausible, du moins, on les tirait avant d'avoir peut-être quelque chose. Donc, on s'en reparle. Hey, là, c'était combien? J'ai fait 18 minutes! Eh boy! L'autre va être moins longue parce que là, il nous reste un demi-chapitre et la clôture des masses dernières la totale. Salut!